Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 25 octobre 2017 à Oran, en Algérie, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Cette conférence est co-organisée par le Centre d'études maghrébines en Algérie, CEMA, et le CRASC, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Espace et territoire au Maghreb. Dans ce podcast, nous accueillons Dr Saïd Belguidoum, sociologue à Aix-Marseille Université et chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, IREMAM, CNRS, qui présente une conférence intitulée « Commerce transnational et espace urbain en Algérie ». Nous recevons également en tant que modérateur de cet événement, professeur Sid Ahmed Souiyah, géographe à l'Université de Ronde. C'est à la fois un plaisir et un honneur que de présenter mon ami et collègue Saïd Belguidoum, qui travaille depuis très longtemps sur les villes algériennes. Et puis cette entrée d'aujourd'hui avec la thématique commerce transnational et espace urbain, c'est une entrée qui est très forte et qui est importante dans la transformation des villes algériennes. Saïd Belguidoum n'est pas à présenter, c'est quelqu'un qui est connu, dont on apprécie les travaux. Il fait partie de ces rares sociologues qui inscrivent l'approche sociologique dans la dimension géographique, et ça me fait plaisir puisque je suis géographe. Et puis il a fait un certain nombre de travaux qui sont maintenant de référence, notamment avec Olivier Pliez, qui est géographe. Et donc on apprécie énormément ses travaux de recherche. Commerce transnational et espace urbain en Algérie, il y a une certaine chronologie. Il y a eu des évolutions du porteur de valise ou de cabas jusqu'à donc l'arrivée des importateurs, une organisation. C'est une organisation, si vous voulez, en réseau réticulaire avec des lieux et des liens. Mais il y a eu des transformations, les lieux se sont déplacés, etc. Donc, Saïd Belguidoum, qui a travaillé sur ces questions-là, va nous donner cette approche du transnational, et puis les modifications actuelles qui se font dans les villes algériennes. Donc, à toi la parole. Merci Sid Ahmed, merci pour cette belle présentation qui fait énormément plaisir, Et je tiens à préciser donc toute la complicité que j'ai depuis des années avec Sid Ahmed, et effectivement ce rapport que le sociologue a avec le géographe, donc la sociologie et la géographie, qui me semble une des dimensions essentielles, puisque les rapports sociaux, objet de la sociologie, n'ont de sens que quand ces rapports sociaux sont spatialisés, l'espace, le géographe, et la rencontre est, à mon avis, elle est évidente, sinon on est dans des abstractions qui ne permettent pas de comprendre réellement la société qui est notre objet. Je remercie le CEMA pour cette invitation qui me fait également énormément plaisir de me permettre de pouvoir exposer, faire une petite synthèse des travaux que j'entreprends depuis maintenant 7-8 ans sur cette question de l'économie transnationale et ces questions de mondialisation discrète et d'impact sur nos tissus urbains. Merci également au CRASC qui a accepté de nous prêter ses locaux pour qu'on puisse parler, discuter, échanger. Alors j'essaierai donc d'être assez concis, même si je m'en excuse par avance, je vais être un peu long, une 50aine de minutes je pense, pour pouvoir justement rendre compte de tout ça, d'autant plus que
Sidi Ahmed a bien introduit, Sidi Ahmed a parfaitement compris les enjeux, cette porte d'entrée, il a commencé à nous faire saisir les enjeux de cette porte d'entrée. Il me semble donc important de tordre le cou à certaines idées et d'apporter un regard différent à travers des concepts nouveaux qui sont dans l'intitulé de la communication, commerce transnational, mondialisation discrète, essayer de comprendre les changements, les transformations dont la société est l'objet en ce moment. Alors les sociétés de manière générale, la société algérienne de manière particulière, dans le sens où on a bien compris depuis un certain nombre d'années que l'Algérie faisait partie de ce qu'on appelle ces espaces clés, qui permettaient d'observer ce qui se passait, et ces réseaux, cette dimension réticulaire, cette articulation qu'il y a entre cette construction des places que je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure de l'exposé, qui ont permis d'aller jusqu'en Chine, et à partir de la Chine d'inonder, d'irriguer l'ensemble des sociétés en biens de consommation, qui va, comme je vais essayer d'expliquer, c'est en quoi ces nouveaux besoins de consommation ont fait naître cette mondialisation discrète, ce qu'on appelle cette mondialisation discrète qui est le nouveau mot qu'on propose avec Olivier Pliez et qui fait suite à, je l'expliquerai tout à l'heure, qui fait suite aux premières appellations de mondialisation par le bas, notamment celle proposée par Porte, Globalization from Below, qui était la première appellation, qui a permis de comprendre, d'avoir une autre approche, une autre dimension de la mondialisation, et de voir comment cette mondialisation discrète s'articule à un nouveau type d'économie qui, elle, s'est développée dans le sillage, dans les plis de la mondialisation par le haut, cette économie transnationale, également donc annoncé par Porte à la fin du XXe siècle, dans un texte qui date de 1994, donc qu'on appelle cette économie transnationale, qui est une autre forme de circulation migratoire et qui va prendre en charge, qui va porter cette mondialisation discrète que je vais essayer d'expliquer. Visibilité de ces phénomènes, on l'a dans nos rues, on l'a dans nos places, on l'a dans ce réseau urbain en pleine transformation, et cette dimension des places marchandes dans nos villes est un des éléments de la dynamique urbaine aujourd'hui. Grosso modo, nous avons différentes formes de dynamique. Quand on travaille sur les dynamiques résidentielles et la gentrification, par exemple, des tissus urbains, on a une porte d'entrée. Et quand on travaille sur les dynamiques marchandes, les dynamiques commerciales, on a une autre porte d'entrée pour comprendre les transformations urbaines et le redéploiement à l'intérieur des tissus urbains, des différentes activités, du foncier, de l'immobilier, qu'on essaiera de présenter tout à l'heure. Alors, enjeu important, cette économie transnationale, et pourquoi l'Algérie, justement, est un de ces pays qui joue un rôle essentiel dans la mise en place de ces nouvelles routes, c'est que l'Algérie, avec ses 40 millions d'habitants, ses 40 millions donc, de consommateurs potentiels, avec un pouvoir d'achat qui, même si aujourd'hui on parle de plus en plus de crise, avec cette question des revenus pétroliers, oui justement, pendant longtemps, ces revenus pétroliers ont permis de tirer vers le haut ces pouvoirs d'achat considérables d'un marché en plein essor, qui va donc donc permettre à ce commerce transnational de se développer. Commerce transnational, donc qui va impacter nos villes. D'abord, dans un premier temps, quand on remonte il y a 20 ans en arrière, 20-25 ans en arrière, ce commerce, on le voyait apparaître à la périphérie de nos villes, ou dans les zones périurbaines carrément, ou dans les petites agglomérations, là où commençaient à émerger ces activités, et qui progressivement est rentré dans la ville, a pris possession de la ville et participe pleinement à ce que je disais tout à l'heure, à ce redéploiement urbain, et en créant de nouveaux espaces, ce que j'appellerais, on essaiera de comprendre ce que ça signifie, ces nouveaux territoires mondialisés de la consommation. Donc plein de questions sur qui sont ces nouveaux acteurs de cette mondialisation discrète, comment les enjeux urbains
et les reconfigurations urbaines en cours sont aujourd'hui liées à ces dynamiques commerciales. Donc ça ouvre plein de pistes qu'on ne pourra malheureusement pas toutes exploiter ou explorer à fond, mais qu'il est bon d'avoir en tête, sur le foncier urbain, sur la gouvernance urbaine, comment organiser ceci, et enfin donc comment les modes de vie, notre vie quotidienne est complètement impactée par cet essor du commerce. On le voit comment nos espaces publics aujourd'hui sont fréquentés, l'approche en genre, la mixité sociale qui caractérise ces différents espaces et qui sont donc directement le produit de ces nouvelles formes commerciales dans la ville. Alors, j'essaierai donc de présenter, voilà le plan que je vous propose. Alors rassurez-vous, il y aura dans la seconde partie de l'exposé, il y aura un peu plus de photos, il y aura un peu plus d'illustrations qui essaieront donc de vous faire vivre ces terrains qu'on a développés depuis un certain nombre d'années. Donc dans un premier temps, je vais vous parler donc de ma démarche méthodologique qui me semble quelque chose d'important à préciser plutôt que de commencer directement par vous présenter mes résultats. Je crois qu'il est intéressant de savoir comment, puisque tu l'as souligné au départ, je crois que c'est important, si on a des choses à transmettre aussi, c'est pas seulement nos résultats, c'est aussi la manière dont on travaille, qui est aussi comment on peut à la fois individuellement et collectivement produire des savoirs nouveaux. Donc comment se sont mis en place un objet, comment s'est construit un objet, et comment donc cette interrogation initiale a permis d'apporter un certain nombre de résultats. Donc je présenterai cette démarche méthodologique, ensuite donc je suivrai ces différents éléments. Qu'est-ce que ces concepts, donc approche méthodologique, mais également approche conceptuelle. Comment donc qu'appelle-t-on mondialisation discrète, économie transnationale, et ensuite donc je rentrerai plus dans le récit, j'essaierai de vous raconter cette histoire, ou comment on va passer de ce qu'on appelait l'économie informelle, et qu'on continue, à tort à mon avis, vous allez voir pourquoi, à appeler l'économie informelle, à cette économie transnationale, ou comment, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est passé de cette économie du cabas à une économie du conteneur, où on est donc cette économie cette économie des passeurs de valises, des porteurs de valises, à une économie donc transnationale où des entrepreneurs marchands aguerris vont prendre en charge l'approvisionnement du marché, ce marché de 40 millions d'habitants. Donc comment les impacts sur les places marchandes, une présentation de quelques places marchandes, et notamment d'une des places qui est devenue emblématique de ce commerce transnational, qui a une réputation pas seulement algérienne aujourd'hui, qui a une réputation au niveau du Maghreb, au niveau africain également, puisqu'il y a des approvisionnements en Afrique qui se font à partir de l'Alma, et bien sûr qui est très connu quand vous allez dans les principales places, les principaux comptoirs marchands en Chine ou à Dubaï, quand vous dites l'Alma, on sait que l'Alma représente l'Alma est peut-être plus connu dans ces milieux-là que dans le reste de l'Algérie. Donc j'essaierai de vous parler rapidement de l'Alma. Je présenterai quelques figures et les réseaux d'entrepreneurs, et ensuite on évoquera, mais peut-être que ça on le laissera plus au niveau du débat, sur les nouvelles ambiances urbaines, les nouveaux enjeux urbains, et un certain nombre de questions sur le devenir de cette économie. Alors, l'approche et la posture du chercheur, c'est le premier point que je voulais vous présenter. C'est parti d'une interrogation. Je suis sociologue de l'urbain et j'avais travaillé, et je continue à travailler d'ailleurs, sur les questions donc de mobilité résidentielle dans la ville, de configuration et de reconfiguration urbaine, de stratégie résidentielle, et comment donc la ville, c'était un peu mon hypothèse principale, c'est la ville algérienne, ville en devenir, ville en transition. La transition urbaine n'est pas achevée en Algérie. Et d'ailleurs c'était sur je remerciais tout à l'heure le SEMA de cette invitation, c'est la deuxième invitation. Il y a 2 ans, j'avais fait une conférence sur justement la transition urbaine. Donc cette transition urbaine, elle a 2 dimensions. La première dimension, c'est effectivement cet étalement urbain, qui fait, vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans ces nouveaux espaces urbanisés, mais en même temps, la ville se refait sur elle-même. Les vieux tissus urbains se reconfigurent. Les villes ont cette capacité à se régénérer à des temps plus ou moins rapides ou plus ou moins lents. Et ces processus-là, c'est cela que j'observais. Et en observant ces processus, j'ai été frappé par ces nouvelles dynamiques urbaines.
nouvelle dynamique urbaine. C'est l'époque de l'informel, c'est l'époque de l'apparition de ces nouveaux commerces, et ce nouvel engouement pour des produits de consommation de biens courants, qu'on appelle, selon les classifications, les biens, ce ne sont plus les biens de première nécessité, mais les biens de seconde nécessité, jusqu'aux objets de luxe, qui étaient approvisionnés, donc dont les marchés commençaient à s'approvisionner, dans un premier temps essentiellement par le biais du commerce transfrontalier et du commerce lié à l'immigration, et donc, mais comment ça commençait à impacter nos villes, et comment donc des places marchandes apparaissaient. Donc une question, c'est quoi ce commerce? À quoi tient-il? Comment, pourquoi prend-il telle importance? Et donc l'idée, ça a été pour comprendre ce fonctionnement, ça m'a conduit à remonter tout bonnement ce que je vais découvrir au fur et à mesure, à remonter ce que j'ai appelé remonter la route de la soie. Ça donnera lieu à un article que j'ai écrit qui expose cette démarche. Comment, à partir de l'Algérie, j'ai suivi le cheminement pour remonter la route de la soie en appliquant ce qu'on appelle maintenant en sociologie, mais pas seulement, en sociologie, en anthropologie, en géographie, etc., ce qu'on appelle donc une approche multisituée. L'approche multisituée, donc au niveau méthodologique, quelque chose d'essentiel. On ne peut pas observer un phénomène qu'à partir d'un lieu. Ce phénomène, ce phénomène est dynamique, ce phénomène est multisitué, il faut l'observer là où il se développe. Donc, quand je parle je parle d'émigration ou d'immigration. Donc, quand je parle d'émigration, je suis au départ, et quand je parle d'immigration, je suis à l'arrivée. Donc, comprendre ces deux phénomènes, et donc l'approche pour comprendre ces phénomènes, des gens comme Sayad ont été ont été essentiels pour nous aider à développer ce type d'approche. Longtemps, par exemple, pour les phénomènes migratoires, la sociologie occidentale est restée obnubilé par l'immigration. Et il a fallu que Sayad dise, mais avant d'être immigré, on était un émigré, pour qu'on essaye de saisir ce flux, ce rapport dynamique de transformation. Donc c'est un peu cette approche maintenant qui est devenue très très en vogue, et qui nous permet de mieux saisir les phénomènes, donc que j'ai utilisé pas seul, en m'associant justement avec d'autres collègues, des géographes, des sociologues, des anthropologues et des économistes, dans différents types de projets de recherche, et depuis 7-8 ans maintenant, donc on a travaillé là-dessus, ce qui nous a conduit à ce qui m'a conduit moi personnellement, donc à titre personnel, mais en utilisant les travaux de mes collègues à titre collectif, donc d'avoir une vision de différents endroits, qui m'ont permis de mieux saisir ce phénomène. Donc, l'étude des places marchandes et leur identification, c'était un objet essentiel. Je me souviens de mes premières enquêtes pour étudier le commerce transfrontalier, donc sur El Oued, sur Tajnet, sur Bir Ater. Je n'ai pas fait l'Ouest, mais j'avais des échos sur Marnia, puis ensuite progressivement sur les autres places qui vont prendre la relève à ces anciennes places du commerce transfrontalier, Ain Fakroun, Ain Lila et l'Alma. L'identification des acteurs et des places, donc ce que j'appelle les routes superposées, qu'on va identifier et que je vais donc pas seul, mais avec mes collègues, que je vais suivre, que je vais remonter, pour ensuite d'Algérie aller voir ce qui se passait en France, la symbolique de Marseille, mais pas seulement Marseille, mais aussi à Dubaï, mais aussi en Chine, à Guangzhou, à Shenzhen, à Yiwu, etc. Donc c'est ce travail donc qui me semblait important et qui a donné lieu à un certain nombre de publications que vous trouverez après, que vous pourrez trouver sur mon site, mais donc sur les places marchandes en Algérie, donc il y a le numéro de l'année du Maghreb que j'ai copiloté avec Cathédra et Iraki, il y a et surtout le numéro que j'ai piloté avec Olivier Piliez des Cahiers de l'Emam, sur commerce transnational et espace urbain autour de la Méditerranée, qui rassemble un certain nombre de communications portant sur ces différentes dimensions, et il y a dernièrement l'article que j'ai mis en ligne une enquête réalisée avec Saïd Chouadrin et Nadir Ali Khodja, sur justement l'Alma, une anatomie d'une place emblématique du commerce. Alors tous ces articles sont en ligne, ils peuvent être consultés. Alors toujours sur les places marchandes, donc ça me permet
je parlais de travail collectif, ça me permet d'évoquer Inès Boudinar, qui est ici présente et avec laquelle j'ai une très ancienne complicité au niveau, au niveau des terrains, et avec lequel on a pu faire un travail particulièrement intéressant sur Oran, en étudiant 2 places marchandes différentes, mais toutes 2 liées, vous voyez, pour montrer la diversité de ce commerce transnational, Tchoupo et Medina Jdida, 2 dimensions justement qui vont impacter différemment l'espace urbain de la ville. Et enfin, un article qui est plus ancien, sur les nouvelles places marchandes de l'Est algérien, publié en 2011. Alors sur les comptoirs en Chine, alors là j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Pliez, donc la Méditerranée Sud à l'heure chinoise, un article en anglais. Les Algériens et les Égyptiens à Yiwu, construire une route de la soie, et celui que j'ai évoqué tout à l'heure, remonter la route de la soie. Donc sur l'approche critique de l'informel urbain, vous allez trouver également d'autres approches que vous trouverez sur ma bibliographie qu'il y a sur le net. Alors sur l'immigration, puisqu'on est ici, donc un numéro qui va bientôt sortir, le numéro d'Insaniyet, le prochain numéro d'Insaniyet, où dans l'introduction que je co-signe avec Mohamedi Sidi Mohamed, qu'on a piloté ensemble ce numéro qui s'appelle l'immigration vue du Sud, donc une importante introduction qui montre comment justement ces différentes circulations et comment le transnationalisme est une nouvelle donnée pour comprendre les phénomènes migratoires. Alors, ceci étant dit, rentrons maintenant... Ah, parfait. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, mais je pense que ce que je viens de dire est important. C'est-à-dire que si on n'a pas, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, cette approche multisituée, savoir se fondre dans un collectif de recherche en apportant et là je ne saurais que, vous voyez, sans tous mes collègues, comme vous avez vu souvent mes articles sont co-signés, sans mes collègues, sans Inès qui a assuré par exemple ici à Oran une permanence de veille scientifique sur les observations que nous faisons, nous continuons d'ailleurs ces travaux, bien sûr tout ça est impossible. Donc s'inscrire dans une dynamique collective est quelque chose qui me semble important, et savoir travailler sur le multisitué sans a priori, c'est aussi quelque chose qui est important. Vous voyez, quand j'annonçais, longtemps, Saïd Belguidoum était connu pour Sétif, les stratégies résidentielles. Et quand j'ai annoncé que je travaillais sur le commerce, l'informel, j'ai dit non, l'informel, oui, il y a de l'informel, mais pas seulement l'informel. Le commerce, c'est pas seulement de l'informel, il y a aussi c'est-à-dire que si on va avec ces a priori, on va faire le contraire de ce que doit faire le chercheur. Vous savez, il y a cette fameuse maxime qu'il faut toujours avoir en tête. Le chercheur sait ce qu'il va chercher, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Et si on n'a pas ça en tête, si on sait ce qu'on va trouver, c'est pas la peine d'aller chercher. On reste à la maison, on regarde même pas par la fenêtre et on écrit, on décrète ce qu'on a vu. Donc, le point de départ, ce que j'avais annoncé en point 2, donc une nouvelle approche conceptuelle. Cette nouvelle approche conceptuelle, c'est de partir sur ce qu'on appelle donc une double mondialisation. Double mondialisation qui est en fait liée entre elles. Cette mondialisation discrète, qui est le pendant de la mondialisation par le haut, a eu des auteurs pionniers qu'il faut à tout prix connaître. Sans ces auteurs-là, on aurait eu du mal justement à avancer. Alors le premier de ces auteurs, je l'ai cité tout à l'heure, donc on l'appelle en français Alexandro Portes, mais donc c'est Alejandro Portes, qui est un auteur américain, d'origine sud-américaine mais américain, et qui a écrit son fameux article, publié la première fois en 1997 en anglais, et publié en français dans les Actes de la recherche en sciences sociales, la revue où sévissait encore, d'ailleurs dans le même numéro, il y a un article de Abdelmalek Sayad, le fameux auteur de la double absence, et là, Portes annonce le passage à une nouvelle phase de l'immigration, la double présence. L'économie transnationale, celle de la double présence. Et c'est pas par hasard que Sayad fait appel à Portes pour annoncer cette nouvelle figure émergente des formes migratoires. La seconde grande référence, il y en a d'autres grandes références, mais celles qui ont
permis d'introduire, de faire rentrer et le concept et de lui donner sa notoriété. C'est Alain Tarius, un Français, qui va immédiatement faire écho aux travaux de Portes, qui Portes, lui, travaillait sur les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Atarius, lui, va prendre comme terrain la Méditerranée, va prendre ça comme écho, et va intituler un premier ouvrage qui s'appelle Les fourmis, les fourmis du commerce mondial, et qui ensuite va reprendre ses travaux et en 2002, va publier un ouvrage de synthèse mieux élaboré qui s'appelle La mondialisation par le bas, les nouveaux nomades de l'économie souterraine. Ce sont les deux grandes références. Alors, comprendre qu'est-ce que ça signifie, c'est d'abord rentrer dans un contexte. Le capitalisme mondial va connaître à partir de ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier, qui est une coïncidence finalement, puisqu'en vérité le premier choc pétrolier correspond à la fin de ce qu'on appelle le capitalisme fordiste, une forme de capitalisme donné, qui était caractérisée par un développement, grosso modo, le centre et la périphérie. Vous avez un centre développé qui va donner lieu à un marché des riches, et une périphérie, le reste du monde, une périphérie, les Suds, qu'on appelle aujourd'hui les Suds, qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, et cette périphérie, riche en matières premières, riche en main-d'œuvre, mais inintéressante d'un point de vue marché. Donc cette fin du Fordisme dans les années 75-80, c'est aussi l'annonce de l'émergence des pays du Sud. Ces pays du Sud qui vont engager un processus de décentralisation de ce capitalisme fordiste, et qui vont, avec la mondialisation, qui vont permettre, la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement un monde qui devient entièrement capitaliste et multipolaire, par rapport à au capitalisme fordiste qui était un monde construit sur la base du modèle centre et périphérie. Alors cette mondialisation, cette généralisation mondiale du capitalisme va donner lieu en fait à deux formes de mondialisation. La mondialisation connue, celle qu'on entend, celle qui occupe les médias, c'est celle des multinationales. C'est les multinationales qui organisent elles-mêmes la délocalisation, qui organisent elles-mêmes la régulation des marchés qu'elles vont promouvoir et conquérir, etc. C'est ce qu'on appelle la mondialisation par le haut. C'est la plus connue, c'est la mondialisation des marchés. Et il y a une autre mondialisation, celle qu'annoncent justement les auteurs que j'ai cités, cette mondialisation par le bas, qui elle va se développer dans le sillage et dans les plis de cette mondialisation par le haut, et qui va prendre en charge ce que la mondialisation par le haut ne prenait pas en charge. Rappelez-vous, je vous ai parlé, c'est important, je vous ai parlé d'un marché des riches, entre guillemets, et un marché des pauvres, également entre guillemets. Pour les multinationales, le marché des pauvres n'est pas intéressant. Il n'est pas rentable. C'est un marché dont on ne s'occupe pas. C'est un marché potentiel, c'est un marché virtuel qu'on garde en suspens. Vous voyez, le marché africain, vous savez, on dit l'Afrique, milieu sans doute du 21e siècle, les experts nous disent ça, milieu du 21e siècle, l'Afrique, plus d'1 milliard d'habitants, ça va devenir donc on a des réserves, mais c'est un marché qu'on garde pour après. Et donc on ne le prend pas, ce marché-là, on le protège à la limite, mais on ne le prend pas. L'Asie, c'est 4 milliards d'habitants, c'est un marché de pauvres, on ne le prend pas, etc. Ce marché des pauvres, la mondialisation discrète, la mondialisation silencieuse, elle va le prendre en charge. Elle va le prendre en charge en développant ses propres réseaux, en s'appuyant sur ses propres ateliers de fabrication, en organisant le fait que ces biens de consommation, que ces marchés dits des pauvres, l'appellation, elle est toujours en guillemets, parce que je reprends en vérité, oui, j'aurais dû vous le dire ça, c'est dans ce qu'on appelle les schémas faits par la Banque mondiale, qui a inventé ces concepts de marché des riches et marché des pauvres, la fameuse pyramide de la consommation, qui classe donc le marché des pauvres comme un marché non intéressant, un marché bas de gamme où il y a des faibles profits à réaliser. Et c'est ce marché des pauvres, en vérité, qui est en pleine ascension, puisque quand on compare, vous voyez, souvent quand je discute avec mes collègues européens, disant mais la crise en Europe, mais quand même il faudra bien, le capitalisme a besoin c'est un marché trop important, le marché européen, je leur dis
mais qu'est-ce que c'est que le marché européen? C'est 500 000 consommateurs. Le marché chinois, c'est 1,5 milliard de consommateurs. Le marché indien, c'est 1,5 milliard de consommateurs. Vous avez dans 2 pays 3 milliards de consommateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que le marché européen par rapport au marché, au marché européen? En vérité, ce marché dit des pauvres est un marché qui recelait d'énormes potentialités, hein, et c'est un marché qui s'ouvre de plus en plus aux biens de consommation, des biens, donc des biens à la personne et les vêtements, etc., et des biens de la maison, les articles de maison, les biens, hein, ce qu'on appelle aussi plus communément les biens de seconde nécessité. Alors, le concept en lui-même, hein, donc porte à cette fameuse citation, hein, je pense qu'il est important de connaître. Hein, il dit: en réponse au processus de mondialisation par le haut, sous-entendu par le haut, les individus migrants ont créé des communautés qui traversent les frontières nationales et qui, dans un sens très concret, ne se situent véritablement ni ici ni là, mais ici et là en même temps. On a là posé les termes de ce qu'on appelle le transnationalisme. Hein. On va passer de ce que Sayad disait, l'immigration fordiste a généré des situations où on n'était ni ici ni là-bas, et où souvent les politiques intégrationnistes des pays du Nord disaient: bon, ces immigrés, faut les intégrer à notre société, etc. On va passer à une situation du post-national, hein, du transnationalisme, où pour un certain nombre de migrants, la problématique n'est plus celle d'être ni ici ni là-bas, ou n'est plus d'être ici ou là-bas, mais d'être ici et là-bas en même temps. C'est ça la définition du transnationalisme. Alors, c'est pas simplement au niveau de la tête, hein, je me considère comme transnational, j'ai ma double appartenance. Vous voyez, aujourd'hui, les cartes, les binationalités, en Algérie, on connaît bien ça. Vous savez qu'en France, par exemple, la communauté algérienne, les chiffres officiels, hein, du consulat général de Marseille, 87% des immatriculés du consulat de Marseille sont des binationaux. Hein, oui, mais ça c'est au niveau, cette binationalité, cette transnationalité, elle est au niveau juridique et maintenant elle est admise. Mais c'est au niveau économique et social qu'elle me semble plus importante et que porte à insister là-dessus. Hein. Ça va générer de nouvelles activités économiques. Hein, cette double appartenance, cette appartenance entre plusieurs pays va générer des activités économiques qui vont permettre de relier différents pays. C'est-à-dire que le migrant entrepreneur circulant, hein, va se substituer à la multinationale qui, elle, n'était pas présente. Alors, c'est repris, ça va donner donc cette définition. Alors, lui-même, Porte est honnête, il dit: le transnationalisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je propose la notion de mondialisation par le bas. Hein, il nous dit, en vérité, j'ai repris à des jeunes collègues à moi, hein, qui avait écrit quelques années avant, hein, c'est Bach, Schiller et Blanc-Santon, qui avaient écrit justement, qui avaient proposé les premiers en 1994, donc, hein, cette notion de transnationalisme, hein, qu'il définissait de la manière suivante, hein, cette capacité qu'on a à être entre deux pays et de revendiquer cette appartenance entre les deux pays. Donc ça va rebondir chez Tarius, hein, donc qui fait écho à ça, et donc Tarius dira, voilà, dira l'originalité. Il parlera donc de ces entrepreneurs nomades, hein, ces nouveaux migrants circulants, entrepreneurs nomades, qui ont comme originalité d'animer une économie souterraine d'ampleur mondiale. Hein. Alors là, vous voyez, là on est effectivement encore, donc Tarius c'est 2002, on est encore dans ce qu'on appellera l'informel, mais je vous donnerai une autre définition que la définition communément admise de l'informel. Hein, donc économie souterraine d'ampleur mondiale, hein, et il dit, voilà, ce phénomène atteste bel et bien de l'existence d'une autre mondialisation, une mondialisation discrète qui s'accomplit par le bas. Hein, il mettra en note, j'utilise l'expression de mondialisation par le bas, inventée par Porte, etc., etc. Donc il rend à César ce qui appartient à César, et il la développe. Et il dit, donc cette phrase qui me semble importante, à cette capacité inédite d'être d'ici, de là-bas, d'ici et de là-bas à la fois, qui se substitue à la vieille opposition, hein, entre être d'ici ou de là-bas, hein, qui a longtemps été le propre des migrations. Alors, je disais que, hein, on va le voir, ce que je vais essayer de montrer,
c'est que effectivement, ça c'est cette économie transnationale, celle qui est organisée par ces nouveaux entrepreneurs migrants ou circulants, a longtemps été assimilée à de l'informel. Alors c'est vrai, on va le voir, c'est parti avec une activité largement informelle. Sauf que en restant sur cette définition trop générale de l'informel, la notion d'informel reste une notion galvaudée. Donc en fait ce qu'on appelle une notion valise. Vous savez, une notion valise, voilà, j'ai un mot, et je peux mettre tout ce que je veux dans ce mot-là. Je prends tout, vous voyez ma valise, j'entasse mes affaires en vrac et je mets dedans, c'est de l'informel, c'est de l'informel, c'est de l'informel, et finalement je sais plus ce que je dis quand je parle en termes d'informel. Donc à partir du moment où c'est une notion valise ou galvaudée, elle n'est pas opérationnelle. Elle ne permet pas de comprendre ce qui se passe réellement. Peraldi le dira. Autre auteur qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, le dira, je reprends une de ses phrases, où il fait une critique très très forte à cette notion d'informel en disant non, si on s'enferme dans l'informel, on comprendra rien. Il dit c'est un terme trop connoté et généralement péjoratif, donc qu'il faut récuser, malheureusement qu'il faut récuser. Pourquoi ? L'économie informelle a sa propre définition. C'est le BIT qui définit ce que c'est que l'économie informelle. Et quand on regarde bien la définition de l'informel, par rapport à la manière dont nous qualifions c'est de l'informel, on est très très loin de ceci. Le BIT définit l'informel à partir de 3 dimensions. Il dit c'est une économie qui a une faible technicité, faible niveau d'organisation hiérarchique, absence de comptabilité, etc., et faible capital, avec des bas niveaux de rentabilité. Voilà comment. Donc en fait, une économie très peu rationalisée, une organisation très peu rationalisée. Alors quand on sait que le BIT, les organismes internationaux définissent la croissance économique à partir de normes formelles, et ces normes formelles sont des normes comptables. Et le PIB, par exemple, vous savez, on connaît, le PIB est devenu l'indicateur de mesure de la richesse d'une nation. Mais c'est un critère qui n'est valable que dans des économies où tout est comptabilisé. Dès lors qu'on voyez, par exemple, ceux qui sont venus ici au CRASC à pied, vous êtes dans l'économie informelle. Parce que l'activité que vous avez développée n'est pas comptabilisée. Si vous avez pris le tram et que vous avez payé votre ticket que vous n'avez pas triché, que vous avez payé votre ticket, vous êtes dans de l'économie formelle parce qu'elle est comptabilisée. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça pour le pays, c'est ça pour la Banque mondiale, pour le BIT, c'est ça tout simplement l'économie formelle, c'est l'économie qui est comptabilisée, à l'économie informelle. Alors en Algérie, en vérité, on appelle informelle toute activité productrice de ressources, de services, qui n'est pas régulée par l'État, et notamment, et surtout en matière de fiscalité. Et donc on dit c'est de l'informel. Alors du coup, c'est une grosse confusion est entretenue, et finalement tout ce qui n'est pas aux conditions fixées par l'État devient de l'informel, et donc voilà tout le privé. Le privé, c'est forcément de l'informel, etc., etc. Or en vérité, on confond. Il y a confusion entre le licite et l'illicite, le légal et l'illégal. Et souvent dans les activités, même les activités de l'État, une bonne partie des activités de l'État sont des activités non formelles. J'ai pas dit informelles, mais non formelles. Donc on est de toute façon dans un grand mélange des genres, dans une grande confusion permanente, et parler en termes d'informel, c'est tout dire ou ne rien dire. Idem quand on veut décrire cette économie-là en utilisant le terme, la notion d'économie de bazar. Alors l'économie de bazar, attention, ça renvoie aux travaux d'un anthropologue américain, Geertz, qui a écrit un ouvrage, Clifford, qui a écrit un ouvrage qui reste la référence sur l'économie de bazar. Son ouvrage, c'est Le souk de Sefrou, où c'est Geertz, qui est très weberien en fait, propose un idéal type, le modèle idéal, le modèle conceptuel de ce que c'est qu'une économie de bazar. Alors, il prend Sefrou au Maroc comme exemple, mais il a fait beaucoup de travaux sur l'Indonésie, sur l'Asie, etc. Il dit comme ça, je suis en mesure, à partir de l'exemple de Sefrou, de
dire voilà ce que c'est qu'une économie de bazar. Or, quand on lit l'ouvrage que je recommande, qui est remarquable, qui est magnifique, hein, c'est de la véritable anthropologie, quand on lit donc l'ouvrage de Geertz, et qu'on voit comment il définit l'économie de bazar, on est loin de ça, et en vérité, quand on utilise ce terme-là en Algérie pour parler de ce qui se passe, c'est dans son sens péjoratif, hein, qu'on évoque l'économie de bazar, en disant bazar dans le sens, si vous voulez, utilisé dans la langue française. Vous savez que bazar n'est pas un mot arabe, hein, c'est un mot perse, et que c'est rentré chez nous, c'est rentré au Maghreb par le biais, par le biais de l'Europe, hein, c'est pas rentré par le biais. Nous, le terme qu'on utilise pour parler de bazar, c'est tout simplement le mot perse pour dire souk. Hein, donc le mot bazar chez les Français. Hein, alors que chez les anglo-saxons, ça reste. Vous voyez, vous cherchez dans un dictionnaire anglais bazar, il y a marqué texto marché oriental. Hein, voilà, la définition qui est donnée, c'est vous cherchez dans le dictionnaire français bazar, vous allez trouver à l'origine marché oriental et dans son sens courant grand désordre, truc, etc., etc. Hein. C'est-à-dire que le mot va entre le 19e et le 20e siècle, le mot bazar va avoir une connotation fortement péjorative. Hein, et il y a deux sens aujourd'hui. Vous voyez, au 19e siècle en France, c'était opulence, synonyme d'opulence, le bazar. Un des grands magasins de Paris c'est appelé le bazar de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, il porte encore le sigle, mais le mot bazar a disparu. Il s'appelle BHV, hôtel de ville. Hein, mais plus personne ne sait que ça signifiait bazar. Aujourd'hui, dans la langue courante française, le mot bazar a deux sens. Soit c'est la petite boutique qui vend de la droguerie et tout en vrac, soit ça désigne le mot anarchie, désordre et... voilà, bazarder, on liquide, hein, la grande liquidation. Ah, et quand on parle des marchés algériens en termes de bazar, on a plus cette image-là qu'essayer de rendre compte derrière ce qui peut apparaître comme étant un grand désordre, comme toute chose. Vous voyez, quand je ne comprends pas une chose, c'est forcément désordonné. Dès lors que j'essaye d'en comprendre la logique, je vais y trouver un ordre. Hein. Et cet ordre, il est dans cette économie transnationale. Donc, cette mondialisation discrète, concept central que nous utilisons avec l'économie transnationale, hein, permet de nommer ces dynamiques économiques multiformes, certes difficiles à saisir, comme je l'ai dit, hein, et que les qualificatifs tels que par le bas ou informels ne suffisent plus à définir. Hein. Mondialisation discrète, ça veut dire que c'est un commerce transnational peu formalisé, vous voyez, je ne dis plus informel, je dis peu formalisé. Ce qui est différent, hein, peu formalisé et souvent mal chiffré, hein, mais qui a permis l'intégration de régions du monde marginales au sein des échanges commerciaux planétaires et qui mobilise un certain nombre d'acteurs de plus en plus professionnels, mais également des acteurs occasionnels. Et on va voir que c'est la mobilisation de ces acteurs occasionnels fait penser justement à l'informel parce qu'on se dit, bah voilà, c'est le business, c'est devenu le business ici en Algérie, c'est devenu un peu le sport favori, le sport national. Hein, et souvent, quand on dit le business, ça a affaire à ces gens qui tentent le grand coup, le bon coup, hein, mais qui ne sont pas réellement du métier. Mais je vais vous parler tout à l'heure de ces véritables professionnels qui organisent ces marchés-là, hein, et qui eux donc sont passés à une autre étape et contrôlent, maîtrisent, hein, cette économie transnationale. Donc marché également de précision, hein, cette économie transnationale, elle concerne un type de biens. Hein. Ce sont les biens de consommation grand public, hein, qui incluent les biens à la personne et les biens de la maison. Or, ces marchandises ont une caractéristique dans les pays comme l'Algérie qui sont importantes. Ce sont des biens non monopolisables. C'est-à-dire que le marché est relativement ouvert. Hein. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien non monopolisable ? Je vais vous donner l'exemple d'un bien monopolisable, l'huile, le sucre. Ça, ce sont pourquoi ? Parce que, bon, grosso modo, à part, il y a effectivement plusieurs variétés d'huile, plusieurs variétés je vais aimer une huile un peu plus raffinée qu'une autre, mais l'huile grand public, l'huile tournesol grand public, il y a un seul type d'huile. Hein. J'ai le marché de l'huile grand public, je monopolise le secteur. Hein. Le vêtement,
Ouais. Le vêtement, chaque jour, il change. Hein. Je regardais mes pantalons il y a 3 ans, ils sont démodés, je suis obligé de les remplacer, je suis obligé de les... etc., etc. C'est-à-dire que le vêtement, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et qui présente une variété, malgré les modes, qui présente une variété qui le rend difficilement monopolisable. La Sonitex avait essayé de monopoliser la production du vêtement, mais bon, la Chine à l'époque, là c'est le congrès du Parti communiste, mais à l'époque de leur parti communiste d'avant, celui qui était rigide, etc., avait monopolisé le type de vêtements et tout le monde s'habillait de la même manière. Mais voyez que les biens, l'importation des biens d'équipement, des biens de consommation, des biens est difficilement monopolisable, et ça en fait un marché relativement ouvert. Et donc ces vêtements, cosmétiques, linge de maison, articles de droguerie, ce qu'on appelle de manière générale les small commodities, tous ces petits biens ou alors qu'on appelle également les chinoiseries, vous voyez, ces articles de décoration, mais aussi ces meubles, ces luminaires, la petite quincaillerie, les jouets, les articles de sport, etc. C'est-à-dire toutes ces boutiques que vous pouvez voir quand vous allez à Medina Jdida, quand vous allez à Tchoupo, quand vous allez à Arqat Lotfi, qui sont les résultats de ces importations multiformes de ces différents opérateurs de ce commerce-là. Alors, ce commerce, c'est la mise en place en 30 ans, on a pu remonter tout ça, donc d'une route transnationale qui va se superposer à une route nationale. La route transnationale, c'est celle qui va relier donc les marchés producteurs, les places connectées, plutôt les places internationales connectées aux régions productrices, et qui va donc les relier jusqu'aux acheminements en Algérie. Ça va être la route transnationale qui se met en place, et qui vont être redistribuées sur une route nationale qui, en parallèle, simultanément, s'est mis en place, souvent par la récupération, par la conquête, par cette route transnationale, de ce réseau souquier qui lui préexistait, mais qui a été transformé, puisque accaparé par ces nouveaux marchands. Si j'ai un peu le temps tout à l'heure, je vous dirai par exemple la réussite des gens, le mystère, l'énigme de la réussite des commerçants de Ain Fakroun, par exemple, une petite bourgade perdue sur les hautes plaines, les hautes plaines de l'Est algérien, qui faisait 25 000 habitants, et qui alimente tout le marché algérien. À Oran, on les appelle Chaouia. On ne sait pas que Ain Fakroun, vous voyez, ça n'existe même pas. On dit ça, c'est Chaouia, qui nous ramène la marchandise. Donc cette petite bourgade de 25 000 habitants, qui s'est accaparé le réseau de distribution du vêtement bas de gamme. Un vêtement bas de gamme qui ramène de Chine, et de Chine, de Turquie et avant de Syrie. Maintenant, bon, vous savez que tous les ateliers de Syrie ont été déménagés en Turquie, et donc qui alimentent le marché national. Donc, et comment ont fait les gens de Ain Fakroun? Tout simplement, ils ont utilisé le réseau souquier, dans lequel ils étaient déjà versés. Ils ont transformé ce réseau souquier en réseau de distribution de cette économie transnationale. Alors, jonction, donc ceci, ça c'est une dimension importante, ce que tu disais tout à l'heure. Là, je reviens à ce type d'études. Comprendre ce type de commerce-là, c'est étudier bien sûr les routes, les flux, les cheminements, comment les choses se mettent en place, s'organisent, les places. Les différents types de places qui gèrent ce marché. Vous voyez, je mettrai en parallèle tout à l'heure l'Elma et Medina Jdida, même superficie au niveau même nombre de boutiques, mais 2 échelles complètement différentes. 3000 boutiques de grossistes et de demi-grossistes à l'Elma, 3000 boutiques de demi-grossistes et de détail à Medina Jdida. Vous voyez, et Medina Jdida, en grande partie alimenté par l'Elma. Vous avez plusieurs compagnies de transport, ici à Oran, transport semi-remorque, qui organisent la distribution entre l'Elma et Oran. Donc étudier les routes, les places, et bien sûr, donc la hiérarchie de ces places, et bien sûr les acteurs de ces places. Alors, grosso modo, là, vous voyez, là, ça c'est juste un petit schéma. Je ne sais pas si on voit bien ressortir les...
Donc, une nouvelle géographie des échanges mondiaux. Alors, je travaille avec mes collègues, justement, géographes de Toulouse, où on a donc différents chercheurs qui sont, donc il y a ceux qui travaillent sur le Caire, il y a ceux qui travaillent sur la Tunisie, Ben Gardan, qui est un endroit important de ce commerce. Et qui, l'Inde, etc. Et bien sûr, une des villes, on fera un zoom tout à l'heure là-dessus, une des villes symboliques de cette nouvelle route de la soie, c'est Yiwu, qui est devenu le point de départ, Alors, de l'informel au transnational, oui, on l'a dit tout à l'heure au départ, il y avait bien de l'informel. Et nos premiers, vous voyez cette citation que j'ai d'un des pionniers de ce commerce-là, qui avait commencé justement comme étant un porteur qui faisait les allers-retours sur la France. Et là, on était encore complètement, c'est la période où on est encore complètement connecté au réseau migrant. Pour ramener des marchandises, il faut des devises. Pour avoir des devises, il faut être connecté avec ceux qui ont des devises, c'est-à-dire les travailleurs immigrés, qui à ce moment-là étaient dans leur grand projet de rentrer réel ou supposé de revenir au pays, donc qui investissaient au pays pour se construire la fameuse maison du retour, et qui donc transféraient l'argent. Et donc ça faisait le bonheur des uns, faisait également le bonheur des autres. Donc il y avait cet échange-là, et donc le commerce à la valise s'est mis en place, et pendant plusieurs années, cette fameuse période de Hamrouche, cette première libéralisation entre guillemets du marché, ce fameux plan anti-pénurie avec l'émergence des couches moyennes algériennes qui commençaient à revendiquer des biens de consommation, et donc cette ouverture relative des frontières. Il n'y avait pas de visa pour la France, on pouvait, et des prix d'avions relativement accessibles, qui faisait qu'on pouvait dans la journée, on prenait le plus rapide, le moins cher, les porteurs de valises prenaient le plus rapide et le moins cher, aller à Marseille. Parfois, ils n'allaient même pas jusqu'en ville, ils s'arrêtaient à Plan de Campagne ou alors directement à Belzins. Ou à Belzins, il y avait 400 boutiques recensées par Tarius à l'époque, 400 boutiques qui étaient spécialisées, justement, vous voyez, donc on allait faire nos courses à Belzins, des 400 boutiques, le supermarché de l'Algérie était à Belzins, 400 boutiques qui vendaient des trucs, et des commissionnaires, des courtiers qui allaient, qui remplissaient les valises, qui passaient, mais ça a duré un temps, c'est la génération des cabas, et on a bien compris que c'est pas ça qui va aujourd'hui, si ça existe encore, c'est complètement marginal, et c'est complètement un commerce d'appoint. Il m'arrive dans mes déplacements fréquents entre la France et l'Algérie de voir de temps en temps des gens avec des cabas de biens où ils ont passé commande avec une supérette et ils ramènent pour la supérette, etc. Si vous allez à Primark à Marseille, qui est le nouveau Tati, c'est une marque anglaise, Primark, qui est le nouveau Tati, qui fait des objets un peu plus standing que Tati, etc. À des prix qui défient toute concurrence. Et eux, c'est une multinationale qui joue sur les mêmes réseaux que nos acteurs de tout à l'heure. Alors vous allez trouver effectivement des gens qui font l'aller-retour, qui vont remplir de valises, qui vont passer, etc. D'ailleurs, Primark a compris le truc. Il limite le nombre de ventes de produits à 15. Vous avez le droit d'acheter 15 produits du même type, etc. Donc, faut faire la chaîne. Donc, ça existe encore, mais c'est complètement marginal. On est passé à autre chose. Alors, comment on est passé à autre chose ? Je vous avais promis de vous parler de Ain Fakloun. Parlons de Ain Fakloun. Quand je débarque à Ain Fakloun en 2011, je leur dis comme ça, mais comment vous avez fait vous c'est pas possible, vous êtes loin de tout, parce que vous voyez, la grande théorie à l'époque, c'était de se dire l'Elma, ça s'est développé en même temps que l'Elma. La grande explication, c'était de dire l'Elma, c'est sur l'autoroute, c'est sur l'axe, il n'y avait pas encore l'autoroute, mais sur l'axe principal, Sétif n'est pas loin, Constantine, ces trucs, c'est la place idéale pour que ça puisse se développer. Ok. Ain Fakloun, c'est loin de tout. Ain Fakloun, certes, ce n'est pas loin de Constantine, c'est à 80 km de Constantine, mais ce n'est pas une nationale importante. C'est assez compliqué, on met 1h30 pour aller à Constantine de Ain Fakloun. Ain Fakloun, ça a été l'oublié des grands programmes de développement.
on va choisir comme chef-lieu de daïra Unbouaghi, le truc. À Ain Fakloun, il n'y a rien. Même le programme logement, il n'y en a pas. À Ain Fakloun, c'est le truc. Donc, il y a quoi? Ils ont une immigration qui n'est même pas dans le sud de la France, une immigration qui est en région parisienne. Ils sont à Saint-Cyr, essentiellement. Et ils avaient effectivement une petite économie souquière. Ils travaillaient ils faisaient donc les marchés, et ils allaient s'approvisionner. C'est l'époque, le début du commerce transnational. Transfrontalier, et c'est des places comme Bir Ater qui font venir les produits de Tunisie. À l'époque, on faisait venir de Tunisie et de Libye, qui alimentaient tout le marché de l'Est. Alors les gens de Ain Fakloun allaient s'approvisionner. Ils avaient grâce à l'immigration, ils ont ramené les 404, c'était l'époque des 404 bâchés ou des 504 bâchés. Puis ensuite, ça a été les Mazda bâchés. Donc, ils remplissaient, ils achetaient à Bir Ater, et ensuite, ils sillonnaient les marchés. Ils sillonnaient les marchés, et ils revendaient ce qu'ils avaient acheté à Bir Ater. Jusqu'à ce que certains d'entre eux disent, mais les gens de Bir Ater, comment ils font? Bir Ater, vous voyez où c'est Tébessa. C'est une petite localité au sud de Tébessa, juste à la frontière tunisienne, dans les grandes steppes de l'Est algérien. Alors, on n'est plus dans les hauts plateaux, on est dans les steppes. Et avec une frontière très facile à passer, souvent on ne voit pas, je me suis promené plusieurs fois le long de la frontière, on me dit, tiens, là on est en Tunisie, là on peut passer facilement, on voit les troupeaux par exemple, les troupeaux de moutons passer de l'un à l'autre. J'ai par exemple du terrain avec André, on s'était baladé là-bas avec André Prenant, à qui je rends un géographe, à qui je dois beaucoup, et donc ils se sont dit, mais si les gens de Bir Ater ramènent cette marchandise-là, nous aussi on est capable de la ramener. Donc ils sont allés eux aussi en Tunisie. Ils ont vu que les Tunisiens ramenaient de Libye. Ils ont continué en Libye. Et grosse surprise, mais les Libyens, ils importent tout. En plus, les Libyens importaient la richesse de Kadhafi à l'époque, ils subventionnaient les trucs, et ils ont vu que les Libyens importaient eux aussi, et que les principaux réseaux libyens, c'était Dubaï. Et ils sont montés à Dubaï. Et donc, quand ils sont arrivés à Dubaï, donc les gens de Ain Fakloun, les premiers commerçants, les premiers pionniers de Ain Fakloun, mais également en parallèle ceux de l'Alma ont fait la même chose. Et à Dubaï se sont ouverts les premiers bureaux algériens. Alors en 95, il y avait 3 bureaux algériens. Tenus par ces gens-là. Un bureau de l'Alma, un bureau de Bir Ater et un bureau de Ain Fakloun, spécialisés, qui avaient leur clientèle, qui avaient leur truc et qui approvisionnaient ces marchés. Mais en même temps, alors, vous voyez là, autre interview, un des premiers à avoir découvert, entre guillemets, la route chinoise, c'est un gars en fait, ils sont deux, il y a un gars de Bir Ater et un gars de l'Alma. Mais celui de l'Alma que j'ai interviewé, et avec qui je suis toujours en relation, me dit, quand je travaillais il a surtout travaillé avec un Iranien, un gros grossiste iranien, et qui lui a appris tout le métier, et il s'est dit, mais comment ils font? Et c'est l'Iranien qui lui ouvre la porte, en vérité, la porte de la Chine, mais ils ne vont pas tout de suite en Chine, ils font les premières incursions. On va pas tout de suite en Chine, on prospecte Bangkok, c'est de l'époque de Taïwan. Les plus anciens se rappellent encore quand on commençait à voir les produits Taïwan, la Chine n'était pas encore rentrée à l'OMC, la Chine était encore fermée, son marché était encore fermé. C'est en 2001 que la Chine s'ouvre. Donc on ramenait de Bangkok, de Taïwan, de Malaisie, Kuala Lumpur, et on allait jusqu'à Hong Kong. Et de Hong Kong, on regardait les choses. Et puis le marché chinois va s'ouvrir, et de Hong Kong, on passe à Guangzhou. Et de Guangzhou, on va passer à Yiwu. Et quand on est en Chine, enfin, on est à la source. Et les gens me diront, voilà, quand on a découvert la Chine, on a découvert la source de tous les produits, et on était à la base, et voilà comment s'est faite cette implantation. Alors, j'ai parlé, vous voyez, elle n'est pas très claire la carte, mais pour vous donner un peu une idée, quand on est en Chine, alors il y a 3 grandes places de biens de consommation en Chine. Il y a Shenzhen, c'est essentiellement l'électronique, donc téléphonie, électronique, micro-ordinateur, etc. Vous avez Guangzhou,
Guangzhou et sa région, avec le district de Fujian qui est dans le meuble, la quasi-totalité des meubles chinois viennent de Fujian, à côté de Guangzhou. Sinon, à Guangzhou, vous avez un certain nombre d'articles divers et variés de biens de consommation, et vous avez Yiwu. Et Yiwu, c'est la découverte des découvertes, parce que contrairement à Guangzhou et à Shenzhen, il est possible à Yiwu de faire ses achats par petits morceaux. C'est-à-dire que je peux prendre un carton d'œufs, et un carton de vêtements, plus un carton de chaussures, plus un carton d'œufs, etc., et remplir mon conteneur de cette manière-là, et Yiwu va s'imposer comme étant le supermarché mondial le plus intéressant. Alors Yiwu a une réputation absolument, Yiwu qui est complètement inconnu du grand public, est parfaitement connu de tous les spécialistes de tous les spécialistes. Donc on fera un zoom tout à l'heure, et Yiwu donc inonde, vous voyez, les principales régions, et l'Algérie fait partie des 10 meilleures d'après les statistiques publiées par la chambre de commerce de Yiwu. L'Algérie est en 10e position dans les ventes, les frais pour le truc. L'Algérie, donc avec ses 40 millions d'habitants, est le 10e partenaire de Yiwu. Donc on voit l'importance de ce marché-là. Alors vous avez donc le marché sud-américain également, le marché asiatique, et le marché arabe. Il y a un reportage que j'avais regardé avec délice sur Jazeera qui s'appelait Yiwu, le paradis des commerçants arabes, qui a été diffusé il y a 2 ans de ça, avec un très beau reportage d'ailleurs qui a été très complet, qui montrait comment ça s'organisait. Donc, cette route de la soie, ouverte avec la Chine, en remontant les étapes, c'est ça qui nous donne cette mondialisation discrète, et qui va faire qu'on va rompre cette nouvelle économie qui se met en place. C'est une rupture avec... Et ça me semble important, avec le creuset initial, celui des échanges qu'on faisait avec l'ancienne métropole, avec la France, etc. Les chercheurs, notamment français, pensaient mais également algériens, pensaient que le coût des visas, l'introduction des visas, c'est ce qui aurait orienté nos commerçants vers les faire glisser vers les pays de l'Est. Alors c'est vrai que ça a joué un rôle de catalyseur quand on a institué des visas, alors qu'avant il n'y avait pas de visas, ça a obligé à regarder ailleurs. Mais de toute façon, on allait regarder ailleurs, et la route vers l'Asie mineure, la Turquie qui continue à jouer un rôle très important, Dubaï qui joue un rôle différent. Avant c'était à Dubaï qu'on allait chercher les marchandises, aujourd'hui c'est à Dubaï qu'on organise le fret et que le change se fait par Dubaï, et donc la Chine qui deviennent donc les principaux. Donc les passages, donc je vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà évoqué. Donc les places marchandes, ce qu'il y a quand même, c'est que important à souligner, c'est comment ces places marchandes se sont déployées, se sont mises en place, toujours ces principales places marchandes d'organisation de ce commerce transnational. Vous voyez, au niveau de la route globale, la route transnationale, ça s'est fait sur des places qui n'étaient pas des villes globales. Ce qu'on appelle les villes globales, c'est les villes mondiales. Vous voyez, les grandes places, elles sont pas à Shanghai, elles sont à Yiwu, et pourtant Yiwu alimente je vais vous montrer les surprises qu'on peut avoir à Yiwu. Donc on n'est pas à Shanghai, on n'est pas à Pékin, on est à Yiwu, et à un degré moindre, on est à Guangzhou et Shenzhen. Quand on est et idem quand on est en Algérie, la place principale d'organisation de ce commerce, c'est pas Alger. Et quand on est dans l'Est, c'est pas Sétif, c'est pas Constantine. Mais ce sont des agglomérations périphériques. Et là, donc cette armature du commerce transnational, cette route nationale du commerce transnational, se met en place dans des agglomérations secondaires. Par rapport aux grandes villes. Aujourd'hui, l'Elma fait néanmoins plus de 200 000 habitants. C'est devenu une grande ville. Mais à l'origine, quand elle a commencé à se développer, elle était à 40 000, 50 000 habitants. Bilater, etc., c'est 20 000, 25 000 habitants, etc. Donc, les premières places, on l'a compris, c'est les places transfrontalières qui est une étape de ce commerce transnational. Et donc, à l'est, Bilater, El Oued qui va jouer un grand rôle,
Oued-Souf, puisque la même manière que les frontières, la porosité des frontières du côté des grandes plaines à Bir al-Atar était importante. Alors dans le Souf, c'est encore plus, la porosité est encore beaucoup plus importante. Et dans l'Ouest, bien sûr, c'était Marnia. Alors, ce sont des réseaux également qui s'adaptent aux conjonctures de la géopolitique, hein, fermeture, plus grande rigueur des États, etc. Donc ça se réorganise. Alors, ça va faire que, effectivement, ce sont ces premières places dans l'Est qui se développent dans l'Est algérienne, qui, à partir du transfrontalier, deviennent transnationales, vont continuer leur développement. Hein. Et il va y avoir une espèce, vous voyez, le marché, c'est en ça qu'il est stupéfiant, le marché capitaliste, c'est que c'est ce qu'Adam Smith appelait la main invisible du marché. Cette main invisible du marché donne des organisations de type cristallienne au niveau de l'organisation spatiale. Hein. C'est essentiellement dans l'Est algérien que se fait l'organisation de ce commerce des biens de consommation, hein, et pourtant, on va le voir, regardez, donc l'ouverture du marché, hein, les États ont suivi, l'ouverture du marché, on décide, voilà, hein, donc on casse les importations de l'État et on décide, donc après Hamrouche, on décide allez, on va ouvrir le marché, la pression des couches moyennes est telle, les couches supérieures, elles arrivaient à s'approvisionner, elles passaient commande, elles continuent à le faire de cette manière-là. Mais les couches moyennes, de plus en plus nombreuses en Algérie, il fallait satisfaire leurs besoins. Finalement, l'État ouvre le marché. Hein. Il ouvre le marché en définissant des règles un peu, qui vont générer ce qu'on appellera justement de l'informel. Mais bon, qui aboutissent à ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, le chiffre est stable, hein, le chiffre est stable depuis plusieurs années, environ 34 000 importateurs. Sur les 34 000 importateurs, 68% sont concentrés sur 5 wilayas. Par ordre d'importance, c'est bien sûr Alger, deuxième wilaya c'est Oran, hein, c'est donc chez vous, et les 3 autres, ce sont 3 wilayas de l'Est. Et quand on regarde, c'est Sétif, Constantine et Lounbouagué. Alors Sétif, on comprend, parce qu'il y a l'Elma juste à côté, hein, et c'est au total Sétif, la wilaya de Sétif et essentiellement l'Elma, hein, c'est 10% des importateurs. Il y a 3400 importateurs dans le wilaya de Sétif, 2500 sont domiciliés à l'Elma. Hein, donc dans une seule localité, 2500. Et vous avez en 5e position Lounbouagué, là où il y a les fameuses villes Ain Lila et Ain Fakroun. Ain Lila qui a le monopole algérien de la pièce détachée auto, et Ain Fakroun qui a le quasi-monopole du vêtement bas de gamme. Hein. Or, Lounbouagué est sans doute une des wilayas, avec Ain Defla et 2 ou 3 autres, les plus rurales, les moins urbanisées d'Algérie. Hein. Et c'est en même temps, regardez, Lounbouagué concentre 5% des importateurs. Alors vous allez me dire Alger-Oran. Alger-Oran, il y a beaucoup d'importateurs, mais qui ne sont pas spécialisés dans ce type de marchandises. Hein, qui ont laissé les biens de consommation, il y en a bien sûr, mais qui sont beaucoup moins nombreux que ceux de l'Est, hein, qui ont laissé cette spécialisation à ceux de l'Est. Hein, le marché est ainsi fait. Quand je vous donne l'exemple d'un propos de tête comme ça, je discutais avec un vendeur de Medina Jdida, un commerçant de Medina Jdida, et je lui disais, mais toi, tu sais pas aller en Chine? Il me dit, si, je sais aller en Chine. Je lui dis, et pourquoi tu organises pas toi-même? Il me dit, pourquoi je vais me casser la tête? Il dit, les Chaouiers Djibona, la marchandise sur place. Ils nous ramènent la marchandise sur place. Je n'ai ni problème de douane. Ils prennent une faible marge de bénéfices, j'ai ma marge à moi, hein, je n'ai ni cassement de tête avec la douane, avec le fret, avec le truc, ma marchandise va rester pendant 3 mois, je vais faire des démarches, courir au port pour le dédouanement, là je vends, j'ai ma marge de manœuvre, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une organisation du marché, des réseaux bien structurés qui vont faire que tout le monde trouve son compte dans cette économie qui a su s'organiser, Ah, donc, alors les différents niveaux. Alors, je vous avais promis donc de parler. Alors là, vous allez trouver donc le détail là en suivant ce lien-là. Hein, mais voilà, donc je vous ai parlé de Ain Fakroun. Hein, l'Elma donc est devenue la place emblématique. Hein, donc on a fait une étude sur la place. Alors regardez, hein, là ça nous montre comment. Alors bien sûr, ça c'est des captures les cartes ne sont pas exactes dans le sens où c'est des captures d'écran et que à l'origine, vous voyez, c'était pas construit. Hein. Donc, mais regardez comment ce qu'on appelle Souk Dubaï à l'Elma, hein, comment ça va se développer.
En 1999, c'est ce petit trait, vous voyez, ce petit trait jaune, qui est ici, et qui est à l'extérieur de la ville. Tout le reste n'est pas construit, juste en face de la gare routière. En 2001, ça va se développer le long de l'axe. En 2002. En 2003, en 2005, en 2007, en 2010, en 2012, en 2015, et aujourd'hui, donc les observations continuent. Donc nous, nos enquêtes se sont arrêtées à ce moment-là, où sur 110 hectares, on a donc recensé 3249 locaux commerciaux, donc 2300 en activité, qui pratiquaient pour la quasi-totalité donc de la vente de gros ou de semi-gros, et qui donc concerne aussi bien les biens de la personne avec les provenances, donc l'ALMA, grande place de redistribution du marché national, mais aussi maghrébin, notamment tunisien, donc pour ceux vous allez être surpris, les fréquentations, par exemple les week-ends à Sétif, il est difficile de trouver une place à l'hôtel à Sétif ou à l'Alma. On a construit des hôtels à l'Alma, mais les hôtels de Sétif sont également complets. Pourquoi ? Parce que l'afflux de Tunisiens, avant on allait nous acheter en Tunisie, maintenant c'est le contraire qui se passe, l'afflux de Tunisiens qui viennent pas seulement des commerçants, mais aussi de simples consommateurs, qui jouent sur le fait que le différentiel de change étant très intéressant, donc ont une marchandise relativement pas chère en Algérie, et donc passent la frontière et viennent s'alimenter. Donc voilà les principaux lieux d'approvisionnement, et donc la répartition de ces boutiques, vous voyez les équipements à la personne. C'est donc pour boutique ouverte à l'époque c'est 26%, les équipements de la maison c'est 48%, la quincaillerie c'est 19%, et avec l'apparition sur Dubaï d'un certain nombre voilà, donc voilà non ça c'est You. Donc sur le site vous trouverez donc voilà, ça c'était les premières boutiques à l'origine, c'était ce fameux voilà où va démarrer Souk Dubaï, c'est ici, et puis progressivement ça va se développer, prendre de l'ampleur, et c'est différentes, voilà, en même temps que le lotissement se développe, en fait c'est la location des garages qui permettent de financer les constructions, et aujourd'hui vous avez donc ce type de showroom, d'hôtels, d'équipements qui vont suivre, donc voilà, de temps en temps des fournisseurs chinois qu'on peut croiser dans les rues effectivement de l'Alma, qui viennent traiter directement, c'est donc l'approvisionnement, et on est bien, vous voyez, dans les marchés de gros. Alors on fait du détail, il y a beaucoup de boutiques qui ne font pas de détail, quand vous rentrez dans une boutique en disant ça, je vous dis non, on vend à partir de tel truc, mais bon, sur nous, par contre, peuvent faire du détail, donc les meubles, etc., qui sont... et vous voyez par exemple un quart tunisien, vous voyez, un quart de touriste, on voit mal sur la photo, mais voilà, c'est un quart de touriste tunisien, donc mais ce sont pas des commerçants, on vient faire du tourisme à l'Alma, du tourisme commercial à l'Alma. Ça par contre, vous voyez, ça c'est un quart également tunisien, et là vous voyez on décharge un camion, et on remplit les soutes alors là ce type de commerce va pouvoir combiner forme légale, forme formelle, forme informelle, où la marchandise rentre légalement, ressort non légalement, etc., dans ces trucs. Alors, l'Alma, c'est aussi donc vous voyez, c'est par exemple des banques spécialisées, puisque ces importations passent par des crédits bancaires, des lettres de crédit, donc des banques spécialisées qui sont installées sur place, donc les banques connues. C'est également une hôtellerie qui se met en place, et une hôtellerie souvent luxueuse, pas une hôtellerie bas de gamme, qui se met en place. C'est des équipements que les commerçants financent, et c'est des entreprises de transport, donc on a recensé le nombre d'entreprises de transport. Alors ça, vous voyez, ces photos ont été prises par Inès d'ailleurs, elles ont été prises ici à Oran, on voit pas très bien on va peut-être l'agrandir, on va peut-être la voir.
sur la photo, c'est une entreprise voilà, qui est spécialisée dans le transport, l'Alma Oran, et donc et juste derrière, donc les trucs, les cargaisons de semi-remorques, la marchandise est débarquée à Oran. Alors c'est aussi des promoteurs, les gros commerçants importateurs de l'Alma, qui vont recycler leur argent, notamment dans la promotion immobilière. Là, vous avez par exemple Hamdini qui a lancé son grand programme. C'est un grand programme. Hamdini est un grand importateur, un des plus forts sur la place, qui ensuite va profiter donc de la fortune accumulée pour continuer son expansion et placer ses sous ailleurs. C'est un des premiers à être venu en Chine, Hamdini par exemple, voilà, s'être installé en Chine. Alors ça c'est une place ici. Alors c'est une place ici, mais c'est aussi, vous voyez, je vais essayer d'aller très vite maintenant. Et on va plus être dans les photos que dans le... Alors, voyez, donc, le point de départ, c'est Yiwu. Yiwu et cette fameuse découverte. Alors, moi, je vous dis la vérité. Alors, Yiwu, quand vous cherchez dans un dictionnaire, le dictionnaire Larousse de 1994, Yiwu n'existe pas. Yiwu apparaît, c'est un peu ces villes champignons qui vont pousser d'un seul coup en Chine, qui vont naître à partir de rien. Il y a un roman magnifique écrit par un Chinois Moyan, qui s'appelle Chronique de Tsalé, et quand vous lisez Chronique de Tsalé, vous avez l'impression que c'est Yiwu, qu'il est en train de nous parler de Yiwu et de la manière. Mais en vérité, il y a plein d'autres exemples dans les différentes parties de Chine de ce développement tout azimut. Alors, vous voyez ça, Yiwu, si vous faites attention, vous allez à l'aéroport, cette photo, je l'ai prise à l'aéroport d'Alger. J'attendais mon vol et je vois publicité pour Yiwu. Alors, je sais pas si on voit bien là. Donc, il a annoncé la foire commerciale de Yiwu en Chine. Voilà. Truc. Alors là, on est à Alger. Tiens, Yiwu, ça existe. Alors, Yiwu, quand vous y arrivez, c'est ça. C'est le Centre international des expositions. C'est 5 bâtiments comme cela qui abritent des dizaines de milliers de boutiques d'exposition, de boutiques de fournisseurs, essentiellement de la province de Yiwu, la province de Shanghai, où on peut passer commande, et qui accueille donc des centaines de milliers de visiteurs mensuels, puisque le monde entier vient faire ses courses ici. Alors Yiwu, on s'en rend pas compte, et c'est connu, mais Yiwu, ensuite on va le retrouver ici, par exemple, à Ain Fakron, dans ces cartons qui sont posés à même le sol. Vous voyez, ça n'a pas été déballé et c'est directement vendu. Yiwu, c'est pas seulement le marché des pauvres que l'on croit. Yiwu, c'est aussi par exemple à Stockholm, au hasard d'une promenade que je faisais à Stockholm, je passais devant une boutique de touristes, vous voyez, souvenirs, des trucs, et les cartons qu'on venait de débarquer pour réapprovisionner la boutique de touristes, c'était Yiwu. Yiwu, c'est quand je me promène à Tokyo. Je suis dans une rue marchande de Tokyo, en plus le Japon, économie très fermée, très protectionniste, l'économie japonaise. Le matin j'arrive, je vois on décharge les camions, je m'avance pour regarder, par curiosité, je me suis dit tiens c'est pas du Yiwu ça, et c'était effectivement du Yiwu. Yiwu c'est, vous voyez, ça ce sont des boutiques d'usine à Yiwu. Yiwu, c'est le vêtement religieux, par exemple, ici le vêtement religieux musulman, qui va ensuite inonder nos marchés. On se dit, mais ça c'est du tissu, c'est forcément produit ici. Mais non, c'est produit à Yiwu. Alors j'aurais pu vous montrer des photos également vous avez au Vatican, vous voyez, quand vous achetez à la Mecque ou au Vatican des souvenirs de vos pèlerinages pour ramener, offrir à vos parents, etc., c'est Yiwu qui les fabrique. Quand vous allez célébrer Halloween ou Noël, etc., les déguisements d'Halloween, etc., c'est Yiwu qui les fabrique. Donc Yiwu, finalement, vous voyez, c'est très discret, mais c'est partout. C'est partout. Alors, les Algériens, quand ils découvrent Yiwu, ils s'y installent. Alors Yiwu, vous voyez, il y a des alors attendez, je vais vous et on va terminer avec ça et on va vous laisser parler, vous laisser poser vos questions un peu. Voyez, donc Yiwu, donc vous voyez, c'est une ville qui ne paye pas de mine en tant que telle, mais qui va se mettre complètement à l'accueil justement de ces commerçants internationaux
et qui va devenir la ville comptoir, organisatrice de ce commerce, de ce commerce transnational. Chaque nationalité a ses représentants sur place qui se sont installés. Et il y a par exemple, donc je vais vous le montrer, le quartier arabe et le quartier musulman, qui est très important, mais il y a également le quartier sud-américain et Yiwu est au goût du monde. Ce n'est pas une ville globale au sens où la définit Saskia Sasken, mais c'est une ville néanmoins mondiale où le cosmopolitisme est total. Alors vous voyez, c'est une ville qui pousse comme un champignon, on l'a déjà vu. Vous voyez ces centres, il y a 5 grands pavillons comme ça, de 5 étages chacun, qui abrite donc les différents types de produits. On s'y perd. Et dans ces tours, vous avez mes Algériens, les Algériens que j'ai été rencontrer. Le dernier recensement que j'ai fait, donc la profession est en train de se régulariser. J'ai recensé donc une cinquantaine, exactement 49 bureaux algériens installés, mais plusieurs dizaines d'Algériens qui travaillaient en freelance et notamment en association avec des Chinois et qui généralement donc ont des bureaux dans ces tours et accueillent leurs clients algériens et leur font visiter ces boutiques d'usines et traitent avec eux des différentes affaires. Alors ce marché, il y a un quartier effectivement de reconnaissance où les Arabes et les musulmans de manière générale, un peu comme partout, comme ça se fait dans ces phénomènes dans ces phénomènes de migration circulante, des quartiers de référence. Alors ici, un quartier que les Chinois ont baptisé Exotic Street. Exotic Street, c'est le quartier musulman de la ville. Et vous voyez, là, voilà, quand on se promène dans ce quartier-là, on est en Chine, mais on est n'importe où dans le monde, dans le monde arabe. Vous voyez, on a ces restaurants, on a ces, on est dans des avec le change, vous voyez, le Maïda restaurant qui est le premier restaurant égyptien qui a été ouvert les Égyptiens, c'est la première communauté arabe à Yiwu, mais chez les musulmans, c'est les Turcs qui sont le plus nombreux. Et donc ça ce sont des Ouïghours, des musulmans chinois, voilà, qui font le change dans la rue. Et donc voilà les différents produits, les restaurants, donc qui sont, au total, on a recensé 150 restaurants musulmans à Yiwu, donc c'est quand même assez important, de différents types de gammes, bas de gamme, haut de gamme, etc. Des supermarkets. Vous avez donc et vous avez donc voilà, ça c'est le café où quand vous voulez en 2015, quand vous vouliez rencontrer des Algériens, en venant ici vers 17h, c'est là que les Algériens de passage viennent échanger. Vous voyez, cette tradition qu'on a de toujours passer au café, de faire un petit coucou, je suis là, je suis toujours vivant, j'ai des trucs, voilà, le café où les Algériens se rencontrent, le DM Coffee. Alors sinon, donc vous voyez les salons de coiffure, les ventes de mobiles. Vous savez qu'en Chine, l'accès à Internet est contrôlé, puis Google n'est pas autorisé, etc. Donc les VPN sont vendus librement néanmoins, ce qui permet donc, vous voyez, c'est différent. Alors oui, et on apprend le chinois, et donc vont se développer dans des villes comme Yiwu, mais également à Guangzhou, des écoles arabes chinois qui permettent donc de se lancer. Vous voyez, des écoles qui permettent justement d'apprendre la langue et donc de s'initier à. Oui. Donc, alors vous voyez ce commerce-là, c'est cette liaison qui se fait avec ce commerce transnational, cette route du commerce. Vous voyez donc les mosquées, ça vous voyez, là on est dans une mosquée à Yiwu, le vendredi à la sortie de la prière, et là on a le monde entier qui est le monde entier, ces commerçants qui viennent du monde entier, et du monde musulman notamment, et qui, donc voilà, la mosquée, et c'est un élément important en Chine, qui facilite sans doute ce déplacement, puisque la grande question qu'on peut se poser, vous voyez, ces pionniers, cette découverte que j'ai eue, qui maintenant c'est quelque chose qui m'est devenu familier, j'y suis retourné plusieurs fois, etc., ça m'est devenu familier, mais la question que je me posais sur ces figures, ces premiers migrants, ceux qui ont tenté l'aventure chinoise, ma première question quand je les ai rencontrés, c'était mais qu'est-ce qui t'a amené ici, comment tu as fait pour venir ici, cette dimension aventurière de l'entrepreneur qui se déplace, qui suit la marchandise et qui en suivant la marchandise décide de s'installer
dans un pays où l'exotisme est total, où il sait qu'il est complètement, mais finalement vous découvrez qu'il y avait des connexions possibles. C'est pas aussi, l'altérité est forte, mais pas aussi forte que ça, parce qu'il y a un point il y a un trait d'union qui a rendu possible cette installation. Ici, ça a été l'islam, par exemple. Et le fait qu'il y ait l'islam, ça signifiait aussi qu'ils ont trouvé des traducteurs, qu'ils ont trouvé des gens qui parlaient arabe, des Chinois qui parlaient arabe. Les Algériens sont étonnés quand ils voient des Chinois en Algérie parler arabe. Ils pensent qu'ils ont appris l'arabe ici en Algérie. Or, ils ont appris l'arabe tout simplement en Chine ou en Égypte et en Syrie, puisqu'avant avant la guerre, ils allaient beaucoup en Syrie. L'islam de Chine est un islam relativement dynamique, et donc il y a un certain nombre de musulmans chinois qui ne sont pas que les Ouïghours, mais qui sont aussi les Rouïs. Les Rouïs appartiennent à l'ethnie dominante, l'ethnie des Han, et qui ont facilité ces éléments. Alors je conclus. Et cette économie, donc j'ai essayé de vous montrer quelques aspects de cette économie transnationale qui se met en place. Et qui alimente par conteneurs entiers, parce que donc c'est cette masse de volume. Donc l'Algérie, Yiwu est le 10e client, mais il n'y a pas que Yiwu qui alimente l'Algérie. Je fais le zoom sur Yiwu, mais c'est Shenzhen. Toute l'électronique que nous avons viennent de Shenzhen et sa région. Le mobilier vient de Guangzhou et sa région, etc. Mais pas seulement, ça vient aussi dans le tableau très rapidement. Je vous ai montré comment mes importateurs de l'Elma ramenaient aussi beaucoup de Turquie, donc il y a pas une fixation forcément sur la Chine, il y a une fixation sur des routes, sur des places et sur des lieux où on peut s'approvisionner. Certains explorent de nouvelles places, explorent le Vietnam, explorent l'Indonésie, mais pour l'instant ça reste la Chine qui propose les éléments les plus intéressants, mais à chaque fluctuation, parce que cette dimension réticulaire de l'organisation de l'économie transnationale est aussi très labile. La labilité de ces réseaux, à chaque conjoncture peut amener une transformation, et la plasticité, la capacité qu'ils ont à s'adapter, à rebondir, à se restructurer en fonction de ceci. Alors, ça a des impacts. Vous voyez, je vais terminer avec ça. Les deux grands impacts. Au niveau de la gouvernance urbaine. Pendant longtemps, tant qu'on était dans une économie plus ou moins souterraine, plus ou moins informelle, etc., c'était du commerce périphérique. Aujourd'hui, c'est devenu du commerce central. C'est du commerce qui devient de plus en plus riche, qui a besoin de visibilité et qui prend possession des centres-villes, de plus en plus. Les centres-villes se paupérisaient, ils sont en pleine gentrification, ils prennent possession des centres-villes, ils prennent possession des quartiers péricentraux, Medina Jdida, etc. Une véritable rénovation urbaine se fait à Medina Jdida. Ce n'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les commerçants qui construisent leurs boutiques, qui rénovent les immeubles, qui font du neuf. Et c'est aussi les quartiers nouvellement urbanisés, ou qui accueillent les nouveaux espaces de la mondialisation et notamment les nouveaux centres commerciaux. Et ça a une conséquence sur le foncier. Ça a une conséquence sur le foncier, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus riche. Ça veut dire qu'on est prêt à mettre le prix. Ça veut dire qu'une boutique de 40 mètres carrés se loue aujourd'hui à 16 millions de centimes le mois, payable cash 1 an ou 2 ans. Les commerçants essaient de l'avoir pour 2 ans, comme ça ils savent qu'il n'y aura pas d'augmentation. Le propriétaire préfère qu'on le paye cash sur une année, comme ça il se dira l'année suivante je renouvelle le contrat ou je proposerai à plus offrant. Donc ça a un impact considérable sur le prix du foncier et donc sur la redistribution et l'organisation urbaine. D'où problème de gouvernance urbaine. D'un côté, on a un État qui ne voit pas ça, ou qui laisse un truc, mais de toute façon, quand il essaye de faire, il fait mal. Et d'un autre côté, on a donc une ville qui se refaçonne, qui se redéploie sous l'impact de cette dynamique commerciale. Deuxième dimension, qui me semble également très très importante, c'est que ce commerce transnational, en inondant massivement de biens de consommation, en ouvrant ses vitrines dans la ville, modifie les ambiances urbaines.
modifie les ambiances urbaines et modifie donc la manière de pratiquer la ville. Hein. Il n'y a pas un endroit, je suis allé dans des petites agglomérations, des daïras, des trucs, dans l'Est, etc. Maintenant, on a chaque truc à sa rue marchande, et sa rue marchande, ce n'est plus une rue d'hommes, hein, c'est une rue, dans certains lieux, on l'appelle la rue des femmes, hein, mais ce sont des rues mixtes, puisqu'on fait de plus en plus maintenant dans ces biens de consommation, de biens de la maison, etc. Hein, ce sont pas simplement des biens féminins. Hein, le cosmétique, certes, est féminin. Il y a encore une division des tâches qui fait que les vêtements pour enfants, c'est surtout la femme qui va s'en occuper. Mais de plus en plus maintenant, ce sont des couples qui vont faire du shopping ensemble, qui vont fréquenter ces espaces ensemble et qui donnent une nouvelle dimension, une nouvelle ambiance urbaine. C'est-à-dire que cette mondialisation discrète impacte considérablement la ville dans sa morphologie, dans son organisation, hein, mais aussi dans sa manière de la pratiquer, dans ses nouveaux espaces. Hein, et c'est à dessein que j'avais pris ça comme photo, et je conclus, je termine. Hein, vous voyez, une rue comme on a l'habitude de les voir, hein, rue marchande, hein, qui nous donne cette idée du désordre, du bazar, etc., mais qui est quand même, la photo n'est pas claire, mais qui est quand même relativement mixte. Hein, il y a des hommes et des femmes qui se partagent l'espace urbain, hein, et ces nouveaux espaces mondialisés de la consommation, toujours cette mixité. Hein, vous voyez, on peut mettre en parallèle ces deux photos. Hein, là, nous sommes à l'extérieur, ici, nous sommes à l'intérieur, hein, et ici, nous sommes à Sétif, mais on pourrait être n'importe où dans le monde. On pourrait être à Singapour, on pourrait être à Tokyo, on pourrait être à Stockholm, les images que vous avez montrées tout à l'heure. Hein, on est dans ces espaces mondialisés et avec toujours cette même mixité, hein, et ces trucs, ces deux mondes vous voyez, cette publicité, hein, cette femme qui passe devant cette publicité qui lui annonce, qui l'invite à aller consommer. Merci. Voilà. Merci. Donc on a eu un exposé quand même clair, bien structuré, de la richesse. On a appris énormément de choses et puis, point aussi positif, c'est que Saïd a beaucoup appuyé sur l'approche méthodologique et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour voir un peu quels sont les concepts. Et puis ce travail, la présentation déjà de deux lieux, Ain Fakron, pour la question des acteurs, je pense que ça a été un bon exemple, et puis Yiwu sur la question des ambiances, des transformations urbaines, je pense que on a eu donc une présentation globale. Hein. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themaghribpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.